Dans les archives secrètes de l'ancien évêché de Lyon, un registre manquant depuis 1831 fut découvert en 2003, dissimulé derrière une cloison murée. À l'intérieur, une écriture tremblante avait consigné ces mots terrifiants. Les enfants ne sortent jamais vivants, que Dieu me pardonne, mais je ne peux plus me taire. Ces lignes, tracées par une main anonyme, allaient révéler l'un des scandales les plus sombres de l'histoire hospitalière française. Si cette découverte vous donne des frissons, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre présence nous rappelle que l'histoire cache encore bien des secrets dans chaque recoin de notre pays. Mais revenons à Lyon, au début du XIXe siècle, quand l'espoir et la charité masquaient une réalité bien plus sinistre. En 1802, Lyon pansait encore ses plaies révolutionnaires. La ville, autrefois prospère grâce à ses soieries, tentait de retrouver sa splendeur d'antan sous l'Empire naissant. Dans cette atmosphère de reconstruction morale et économique, l'Église catholique cherchait à reconquérir son influence perdue. C'est dans ce contexte que la famille Larocque, négociants enrichis pendant les troubles révolutionnaires, décida d'investir dans les œuvres de charité. Située dans le quartier de la Croix-Rousse, l'institution Sainte-Marguerite se dressait comme un symbole de cette renaissance catholique. Financée conjointement par la famille Larocque et l'évêché, cette imposante bâtisse de pierre grise était destinée à accueillir les enfants abandonnés et les orphelins de la région. Sa façade austère, ornée d'une grande croix de fer forgé, inspirait à la fois respect et crainte aux habitants du quartier. L'établissement fonctionnait selon les principes stricts de l'époque: discipline religieuse, travail manuel et soins médicaux. Les enfants, âgés de 5 à 15 ans, y recevaient une éducation chrétienne tout en bénéficiant de traitements pour leurs diverses afflictions, car beaucoup arrivaient malades, malnutris, marqués par une existence précaire dans les rues lyonnaises. Théodore Larocque, patriarche de la famille, se plaisait à rappeler que son institution représentait la main tendue de la Providence vers les plus démunis. Homme pieux aux tempes grisonnantes, il assistait chaque dimanche à la messe célébrée dans la chapelle de l'établissement, accompagné de son épouse Célestine et de leurs 3 fils, Augustin, Émile et Grégoire. C'est au printemps 1804 qu'un premier événement troublant vint ternir la réputation naissante de l'institution. Marie-Claudine Bernon, une jeune femme de 22 ans, originaire d'un village proche de Lyon, avait été engagée comme surveillante et assistante aux soins. Fille d'un instituteur rural, elle savait lire et écrire, ce qui était rare pour une femme de sa condition à l'époque. Marie-Claudine avait initialement été séduite par la mission de l'établissement. Elle trouvait du réconfort dans l'idée d'aider ses enfants déshérités, de leur offrir un avenir meilleur. Mais très vite, elle remarqua des détails troublants dans le fonctionnement quotidien de Sainte-Marguerite. Les enfants étaient répartis en plusieurs sections selon leur état de santé. Ceux qui souffraient de malformations, de maladies chroniques ou de troubles mentaux étaient placés dans l'aile ouest, qu'on appelait le pavillon des soins spéciaux. L'accès à cette section était strictement contrôlé, et seul le docteur Larocque, Augustin, l'aîné de la famille, et quelques assistants triés sur le volet pouvaient y pénétrer. Un matin de mai, Marie-Claudine fut chargée de porter des vivres à l'aile ouest. En poussant la lourde porte de chêne, elle fut frappée par une odeur âcre mêlée de désinfectant et de quelque chose d'indéfinissable qui lui souleva l'estomac. Dans les couloirs faiblement éclairés, elle entendait des gémissements étouffés, des pleurs de très jeunes enfants. « Que faites-vous ici ?» La voix cassante du docteur Augustin la fit sursauter. L'homme, la trentaine élégante, arborait une barbe soigneusement taillée et des yeux d'un bleu glacial. Cette section est interdite au personnel non autorisé. Marie-Claudine balbutia une excuse, expliquant qu'elle ne faisait qu'apporter les repas comme on le lui avait demandé. Augustin la dévisagea longuement avant de hocher la tête. À l'avenir, déposez les plateaux à l'entrée. Nous nous chargerons de la distribution. En repartant,
Marie-Claudine croisa le regard d'un petit garçon à travers une fente dans l'une des portes. L'enfant, qui ne devait pas avoir plus de 7 ans, avait le crâne rasé et des bandages autour de la tête. Ses yeux exprimaient une terreur pure, une détresse qui entrait Marie-Claudine pendant des semaines. Les mois suivants, Marie-Claudine développa une routine qui lui permettait d'observer discrètement les allées et venues dans l'institution. Elle remarqua que les enfants du pavillon ouest étaient parfois emmenés vers les caves, dans une pièce qu'on appelait le laboratoire. Ces enfants revenaient souvent dans un état de semi-conscience, parfois avec de nouveaux bandages, parfois avec des membres immobilisés. Ce qui troublait le plus Marie-Claudine, c'était l'expression de ces enfants au retour. Leurs visages portaient une terreur pure, comme s'ils avaient vu les portes de l'enfer s'ouvrir devant eux. Certains refusaient de manger pendant des jours, d'autres se balançaient compulsivement en murmurant des prières incohérentes. Une petite fille de 8 ans, revenue avec des bandages aux poignets, ne cessait de répéter « Pardonnez-moi, je ne recommencerai plus, pardonnez-moi ». Marie-Claudine tenta d'approcher quelques-uns de ses enfants, mais ils se recroquevillaient dès qu'un adulte s'approchait. Seule une fillette nommée Constance, âgée d'une dizaine d'années, accepta finalement de lui parler. Lors d'un moment d'inattention des surveillants, elle chuchota à Marie-Claudine « Le docteur dit que la douleur purifie notre âme. Mais mademoiselle, pourquoi Dieu veut-il que nous souffrions autant ?» Un détail particulièrement troublant attira son attention. Certains enfants n'étaient plus jamais revus après leur passage au laboratoire. Quand elle s'enquérait de leur sort auprès des autres surveillantes, on lui répondait évasivement qu'ils avaient été transférés dans un établissement mieux adapté à leurs conditions, ou qu'ils avaient succombé à leur maladie. Mais Marie-Claudine remarqua que ces transferts suivaient toujours le même schéma. Ils avaient lieu la nuit, sans aucune préparation visible, et aucun membre de la famille ou institution de destination ne venait jamais chercher l'enfant. Plus étrange encore, les effets personnels de ces enfants disparaissaient également, comme s'ils n'avaient jamais existé. Marie-Claudine commença à tenir un registre secret, notant les noms des enfants disparus, leurs afflictions supposées et les dates de leur dernier passage au laboratoire. Elle cachait ce carnet dans la doublure de sa robe, y ajoutant chaque jour de nouveaux détails troublants. En 6 mois, elle compta 18 disparitions inexpliquées, toutes concernant des enfants sans famille connue ou dont les proches étaient décédés. Un soir d'octobre 1804, profitant de l'absence des Larocque partis à Paris pour affaires, Marie-Claudine décida d'explorer les caves de l'institution. Armée d'une chandelle, elle descendit les marches de pierre humide menant au sous-sol. L'odeur qu'elle avait sentie dans l'aile ouest était ici plus concentrée, presque insoutenable. Le laboratoire était une pièce voûtée au mur suintant. Des étagères supportaient des bocaux remplis de liquides suspects, des instruments métalliques dont l'usage était difficile à déterminer, et surtout des cahiers remplis de dessins anatomiques d'une précision troublante. Ces schémas représentaient des corps d'enfants avec des annotations détaillées sur différentes procédures. En feuilletant l'un de ces cahiers, Marie-Claudine découvrit des comptes rendus rédigés de la main d'Augustin Larocque. Les termes médicaux lui échappaient en grande partie, mais certains passages étaient d'une clarté glaçante. Sujet Nirero 47, application de substances corrosives sur les extrémités pour observer la réaction. Décès survenu après 6 heures de convulsions. Ou encore, sujet Nero 52, ablation expérimentale. Procédure menée sans anesthésie pour étudier les réflexes de douleur. Ce qu'elle découvrait dépassait ses pires craintes. Marie-Claudine réalisa avec horreur que les enfants les plus vulnérables de l'institution servaient de cobayes pour des expériences pseudo-médicales. Augustin Larocque, diplômé de médecine mais jamais officiellement reconnu par l'ordre des médecins, utilisait l'institution Sainte-Marguerite comme un laboratoire humain. Sous couvert de soins innovants et de recherche pour le bien de l'humanité, il pratiquait des vivisections, testait des substances toxiques et réalisait des amputations expérimentales.
En parcourant page après page, Marie-Claudine découvrit l'ampleur méthodique de ces atrocités. Chaque enfant était répertorié selon un système de classification précis, âge, sexe, pathologie supposée et surtout absence de famille susceptible de s'enquérir de son sort. Les expériences étaient numérotées et décrites avec une froideur clinique qui glaçait le sang. Expérience numéro 23. Injection de mercure dans l'œil gauche du sujet numéro 31, fillette de 7 ans, aveugle de naissance. Objectif: déterminer si la substance peut restaurer la vision. Résultat: convulsion pendant 4 heures, puis décès. Note: tentative suivante avec dose réduite de moitié. Expérience numéro 67. Ablation progressive des doigts du sujet, numéro 9, garçon de 12 ans, orphelin. Objectif: étudier la capacité d'adaptation et les mécanismes de compensation. Procédure sans anesthésie pour observer les réactions naturelles. Résultat: sujet maintenu conscient pendant 3 jours post-opératoire pour observation comportementale. Les dessins anatomiques révélaient l'étendue de ces pratiques. Certains schémas montraient des procédures d'une cruauté inouïe, injection de substances caustiques dans les yeux d'enfants aveugles pour tenter de restaurer la vue. Ouverture de crâne pour observer le fonctionnement du cerveau déficient, ou encore tentative de greffe d'organes entre enfants. Ce qui révoltait le plus Marie-Claudine était la justification religieuse de ces actes. Augustin notait régulièrement que la souffrance terrestre préparait ces âmes pures au paradis et que leur sacrifice contribuait à l'avancement de la science divine. Il citait même des passages bibliques détournés pour légitimer ces pratiques, transformant la compassion chrétienne en instrument de torture. Un cahier particulier, daté de 1803, contenait une correspondance entre Augustin et un certain professeur Valois de la faculté de médecine de Paris. Ce dernier encourageait les recherches d'Augustin, soulignant que les progrès de la science médicale nécessitent parfois des sacrifices que la morale commune ne peut comprendre. Il évoquait également des spécimens particulièrement intéressants qui pourraient être transférés discrètement vers Paris pour des études plus approfondies. Dans cette correspondance, Marie-Claudine découvrit également des références à d'autres établissements pratiquant des expériences similaires. Le professeur Valois mentionnait un hospice spécialisé à Marseille, dirigé par un certain docteur Beaumont, et un institut de charité à Bordeaux, sous la direction d'une famille de notables. Ces établissements échangeaient régulièrement des sujets d'études et coordonnaient leurs recherches pour éviter les doublons. Marie-Claudine comprit que le réseau était plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. L'institution Sainte-Marguerite n'était qu'un maillon dans une chaîne d'établissements similaires, tous financés par des familles influentes et couverts par la bienveillance affichée de l'Église. Si cette révélation vous glace le sang, montrez-le en aimant cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces pratiques horrifiantes. Votre réaction nous aide à comprendre l'impact de ces récits historiques. Poursuivant ses investigations nocturnes, Marie-Claudine découvrit bientôt que toute la famille Larocque était impliquée dans ces pratiques abominables. Émile, le second fils, était chargé de la sélection des sujets et de leur transport vers d'autres établissements du réseau. Grégoire, le plus jeune, tenait les registres financiers qui camouflaient les transactions liées à ce commerce de chair humaine. Célestine Larocque, loin d'être une épouse naïve, supervisait personnellement l'acquisition de nouveaux enfants. Elle entretenait des relations avec des sages-femmes peu scrupuleuses, des responsables d'orphelinats parisiens et même des geôliers qui lui signalaient les naissances en prison. Ces enfants, officiellement morts-nés ou décédés de maladie, étaient secrètement acheminés vers Lyon. Marie-Claudine comprit également que l'évêché était informé de la situation. Monseigneur de Bonald, archevêque de Lyon, recevait des rapports réguliers sur les progrès thérapeutiques de l'institution.
En échange de son silence, l'Église bénéficiait de généreux dons de la famille Larocque et d'informations médicales utilisées pour justifier certaines positions doctrinales sur la souffrance rédemptrice. Un document particulièrement accablant révélait que certains enfants étaient délibérément maintenus en vie dans un état de souffrance extrême, leurs cris étant présentés aux visiteurs comme des preuves de purification spirituelle. Cette perversion de la doctrine chrétienne servait à masquer les véritables motifs des expériences. Face à l'ampleur de ces découvertes, Marie-Claudine savait qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Armée de ces preuves accablantes, Marie-Claudine décida de contacter les autorités civiles. Elle copia secrètement les documents les plus compromettants et les cacha dans sa chambre, attendant le moment propice pour agir. En décembre 1804, elle profita d'un voyage d'affaires de Théodore Larocque pour se rendre chez le procureur du roi à Lyon. Le trajet jusqu'au centre-ville lui sembla interminable. Dans l'omnibus qui cahotait sur les pavés lyonnais, Marie-Claudine serrait contre elle le sac contenant les copies des documents. Chaque visage qu'elle croisait lui semblait suspect, chaque regard une menace potentielle. Elle avait conscience de jouer sa vie sur cette démarche, mais la mémoire des enfants torturés la poussait à continuer. Maître Fernand Dubois la reçut dans son cabinet sombre et poussiéreux. L'homme, la cinquantaine bedonnante, portait une perruque poudrée légèrement de travers et des lunettes cerclées d'or. Quand Marie-Claudine commença à exposer ses découvertes, elle vit le visage du magistrat se décompenser progressivement. Mais ce n'était pas de l'indignation qu'elle lisait dans ses yeux, c'était de la peur. « Mademoiselle Bernon », l'interrompit-il d'une voix tremblante après seulement quelques minutes d'explication. « Vous vous méprenez gravement sur la nature charitable de cette institution. Les Larocque sont des bienfaiteurs respectés, soutenus par l'Église elle-même. Ces accusations sont non seulement infondées, mais dangereuses. » Marie-Claudine insista, sortant quelques-uns des dessins qu'elle avait copiés. Le procureur y jeta un coup d'œil rapide, et elle vit ses mains trembler légèrement quand il découvrit les schémas anatomiques détaillés. Il repoussa violemment les documents. Ces documents sont des faux, manifestement conçus pour nuire à une famille honorable. Je vous conseille vivement de ne plus jamais évoquer cette affaire. Mais Marie-Claudine ne se découragea pas. Elle sortit alors des extraits de la correspondance avec le professeur Valois, espérant que l'implication d'une autorité parisienne donnerait plus de crédibilité à ses accusations. Ce fut une erreur fatale. En lisant ces lettres, le procureur blêmit davantage encore. Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, regardant nerveusement la rue. « Mademoiselle Bernon, dit-il finalement d'une voix très basse, vous ne mesurez pas les forces que vous vous apprêtez à défier. Ces gens, ils ont des appuis que vous ne pouvez imaginer. Rentrez chez vous, oubliez tout cela, et ne parlez jamais de cette visite à personne. » En ressortant du cabinet, Marie-Claudine comprit que la corruption s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères de la justice lyonnaise. Dans la rue, elle remarqua qu'un homme en redingote noire la suivait discrètement depuis le palais de justice. Elle décida alors de s'adresser directement au préfet du Rhône, nouvellement nommé par l'empereur. Mais quand elle arriva à la préfecture le lendemain matin, on lui apprit que le préfet était indisponible pour une durée indéterminée. Le secrétaire qui l'a reçu lui déclara avec un sourire forcé que les autorités préfectorales ne recevaient pas les dénonciations anonymes concernant des établissements de bienfaisance reconnus. Il ajouta même, avec une pointe de menace dans la voix, de telles accusations pourraient d'ailleurs constituer un délit de calomnie passible d'emprisonnement. Mais les Larocque avaient leurs informateurs partout. Le piège se refermait déjà sur Marie-Claudine. Dès le lendemain de sa visite chez le procureur, Marie-Claudine fut convoquée dans le bureau de Théodore Larocque. L'homme l'accueillit avec un sourire glacial, en compagnie de ses 3 fils et d'un homme qu'elle ne connaissait pas, un individu aux traits durs vêtu de noir. « Ma chère Marie-Claudine, » commença Théodore d'une voix suave, « il semble que vous ayez eu quelques inquiétudes concernant le fonctionnement de notre institution.
C'est tout à fait compréhensible pour une âme sensible comme la vôtre. Il se leva et fit quelques pas autour du bureau. Cependant, nous avons appris que vous aviez tenté de répandre des calomnies sur notre famille. C'est très regrettable. L'homme en noir s'avança. Je suis l'abbé Mortier, enquêteur pour l'évêché. Nous avons été informés de vos troubles mentaux, mademoiselle. Il est clair que l'isolement et la responsabilité de votre poste ont altéré votre jugement. Marie-Claudine protesta avec véhémence, mais ses paroles semblaient rebondir sur un mur d'indifférence. Augustin Larocque intervint alors. Nous avons pris des dispositions pour votre bien-être. Le couvent de Sainte-Claire dans les montagnes du Jura accueille les femmes souffrant de dérangements mentaux. Vous y recevrez les soins appropriés. 2 jours plus tard, son sort était scellé. Le surlendemain, Marie-Claudine fut emmenée de force vers le couvent de Sainte-Claire. Pendant le voyage, elle réalisa que tous ses effets personnels, y compris les documents compromettants qu'elle avait cachés, avaient disparu de sa chambre. Ses bagages ne contenaient plus que quelques vêtements et un missel. Le couvent se dressait dans un paysage désolé, entouré de hautes murailles de pierre grise. Mère Angélique, la supérieure, l'accueillit avec une fausse bienveillance. « Ma pauvre enfant, vous avez été victime d'hallucinations terribles. Nous allons vous aider à retrouver la raison et la paix spirituelle. » Marie-Claudine fut installée dans une cellule austère, avec pour seul mobilier un lit de camp, un prie-dieu et un crucifix. Ces journées étaient rythmées par les prières, les jeûnes et les séances de thérapie spirituelle, menées par l'abbé Mortier, qui venait régulièrement depuis Lyon. Toute correspondance avec l'extérieur était interdite. Quand Marie-Claudine tentait d'écrire à sa famille, ses lettres étaient interceptées et brûlées devant elle. « Vous devez d'abord guérir de vos obsessions malsaines », lui répétait Mère Angélique. « Ensuite seulement, vous pourrez reprendre contact avec le monde. » Marie-Claudine passa 4 longues années dans cette prison dorée. Elle observait d'autres femmes également internées pour avoir vu ou su trop de choses. Certaines venaient d'institutions similaires à Sainte-Marguerite. D'autres avaient été témoins de scandales impliquant des familles influentes ou des dignitaires ecclésiastiques. La routine du couvent était implacable. Lever à 5 heures au son des cloches, première prière, puis petit déjeuner frugal composé de pain noir et d'eau. Les journées s'écoulaient entre prières obligatoires, travaux de couture pour l'église et séances de thérapie spirituelle, où l'abbé Mortier tentait de leur faire avouer que leurs souvenirs n'étaient que le fruit de leur imagination dérangée. Une détenue, sœur Marguerite, ancienne religieuse de l'Hôtel-Dieu de Paris, lui confia un soir avoir découvert des expériences similaires dans son établissement. Les enfants trouvés servaient de matériel d'étude, chuchotait-elle pendant la courte récréation autorisée après les vêpres. Mais quand j'ai voulu parler, on m'a accusé de blasphème et de folie. Sœur Marguerite révéla à Marie-Claudine que le réseau s'étendait bien au-delà de Lyon. À Paris, plusieurs hospices pratiquaient des expériences sous couvert de recherche médicale. Les enfants les plus résistants étaient parfois échangés entre institutions pour diversifier les tests. « J'ai vu des carrioles arriver la nuit », murmurait la religieuse, transportant de petites formes sous des bâches. Les conducteurs portaient toujours des vêtements civils, mais je reconnaissais l'odeur, cette odeur de désinfectant mélangée à autre chose. Une autre pensionnaire, Madame de Beaumont, ancienne épouse d'un négociant bordelais, avait été internée pour avoir tenté d'alerter les autorités sur des pratiques similaires dans un orphelinat de sa région. Mon mari faisait partie du conseil d'administration, racontait-elle avec amertume. Quand j'ai découvert ce qu'il faisait aux enfants, il m'a fait enfermer ici pour protéger sa réputation. Ces témoignages convergents révélaient l'existence d'un système organisé à l'échelle nationale. Les familles bourgeoises finançaient, l'Église bénissait, la justice fermait les yeux, et les témoins gênants disparaissaient dans des couvents ou des asiles. Marie-Claudine comprit qu'un réseau national organisait ces pratiques, protégé par un mélange de corruption, de chantage et de terreur religieuse.
Les familles riches finançaient les expériences, l'Église fermait les yeux en échange de donations et la justice détournait le regard moyennant diverses compensations. Plus troublante encore, elle découvrit que certaines religieuses du couvent étaient parfaitement au courant de la vraie nature de l'institution. Mère Angélique elle-même avait reçu sa formation dans un établissement parisien où elle avait appris à reconnaître les signes de la folie féminine. Cette formation incluait des méthodes pour briser la volonté des pensionnaires les plus récalcitrantes. En 1808, Napoléon passa près du couvent lors d'une tournée dans l'Est. Marie-Claudine tenta désespérément de faire parvenir une lettre à l'empereur, mais sa missive fut interceptée par Mère Angélique. La punition fut exemplaire, 3 mois d'isolement complet dans une cellule souterraine, avec pour seule nourriture du pain et de l'eau. Durant cet isolement, Marie-Claudine faillit sombrer dans la véritable folie. Les murs suintants de sa cellule, l'obscurité permanente, le silence brisé seulement par les gouttes d'eau qui tombaient régulièrement, tout concourait à détruire sa raison. Elle ne survécut que grâce à sa détermination à témoigner un jour pour les enfants martyrs de Sainte-Marguerite. En 1809, les circonstances politiques changèrent. Napoléon, en conflit ouvert avec le pape, procéda à une série d'arrestations parmi le haut clergé français. Dans ce contexte de tension, certains établissements religieux furent contraints de libérer leurs pensionnaires les moins compromettantes. Marie-Claudine fut libérée à condition de signer un document reconnaissant ses erreurs passées et s'engageant à ne jamais évoquer son séjour au couvent ni les raisons de son internement. Elle accepta, comprenant que c'était son seul espoir de retrouver le monde extérieur. De retour à Lyon, elle découvrit que sa famille avait été informée de sa maladie mentale. Son père, l'instituteur, avait perdu son poste après que des rumeurs sur la folie héréditaire de sa fille eurent circulé. Sa mère était morte de chagrin 2 ans plus tôt, persuadée que sa fille était devenue folle. Marie-Claudine tenta de reprendre une vie normale, mais elle était surveillée en permanence. Des hommes en civil traînaient près de son domicile. Ses rares visiteurs étaient questionnés, et toute tentative de correspondance était interceptée. Malgré les risques, Marie-Claudine ne pouvait oublier les enfants de l'institution Sainte-Marguerite. En 1810, elle décida de retourner discrètement dans le quartier de la Croix-Rousse pour observer l'établissement de loin. L'institution avait prospéré pendant son absence. De nouveaux bâtiments avaient été construits et le nombre d'enfants accueillis avait triplé. La famille Larocque jouissait désormais d'une réputation irréprochable dans toute la région, présentée comme un modèle de charité chrétienne. Marie-Claudine remarqua que de nouveaux visages gravitaient autour de l'institution. Des hommes en redingote noire qui ressemblaient à des médecins, des religieuses d'ordre qu'elle ne connaissait pas, et surtout un flux constant de carrioles qui arrivaient la nuit, transportant ce qui semblait être de jeunes patients. Un soir, elle eut la surprise de reconnaître l'une des nouvelles surveillantes, Agnès Moncler, une jeune femme qu'elle avait côtoyée au couvent de Sainte-Claire. Agnès avait été internée pour avoir dénoncé des abus dans un orphelinat de Marseille. Les 2 femmes se retrouvèrent secrètement dans une église, abandonnée. Agnès lui révéla que les pratiques de Sainte-Marguerite s'étaient non seulement poursuivies, mais intensifiées. Ils ont maintenant des correspondants dans toute l'Europe, chuchota-t-elle. Des enfants arrivent de Suisse, d'Allemagne, même d'Italie. Et les expériences... Sa voix se brisa. Elles sont devenues plus raffinées, plus systématiques. Agnès révéla à Marie-Claudine l'existence d'un véritable réseau international. Augustin Larocque entretenait une correspondance suivie avec des médecins de Londres, de Vienne et de Berlin. Ces échanges portaient sur des techniques innovantes d'observation clinique et des protocoles d'études comportementales. Le système s'était perfectionné. Les enfants étaient désormais classifiés selon des critères précis. Âge, sexe, type de pathologie, origine sociale. Cette classification permettait de répartir les sujets selon les besoins spécifiques de chaque expérience. Un aspect
Particulièrement sinistre était l'utilisation d'enfants sains comme groupe de contrôle. Ces enfants étaient délibérément infectés par diverses maladies pour étudier la progression des symptômes et tester l'efficacité de traitements expérimentaux. Agnès avait également découvert que certains enfants étaient prêtés à d'autres institutions du réseau. Ces transferts, officiellement présentés comme des orientations thérapeutiques, permettaient de diversifier les expériences et d'éviter que trop de décès dans un même établissement n'attirent l'attention. En 1812, les guerres napoléoniennes atteignirent leur paroxysme. Dans ce contexte de mobilisation générale, les autorités civiles et militaires commencèrent à s'intéresser aux ressources disponibles pour l'effort de guerre, y compris dans les établissements de charité. Un inspecteur impérial, le colonel Beaumont, fut chargé d'évaluer les institutions susceptibles de fournir des infirmiers pour les armées. Sa visite impromptue à Sainte-Marguerite faillit tourner au désastre pour les Larocque-Beaumont, militaire rigoureux et peu impressionné par les bonnes œuvres, exigea de visiter tous les bâtiments de l'institution. Quand il atteignit l'aile ouest, l'odeur caractéristique et les gémissements provenant des cellules l'alertèrent immédiatement. « Qu'est-ce que c'est que ces bruits ?» demanda-t-il sèchement à Augustin Larocque, qui l'accompagnait dans la visite. « Des enfants très malades, colonel. Nous leur prodiguons les soins les plus avancés de notre époque. » Beaumont voulut pénétrer dans l'une des cellules, mais Augustin prétexta un risque de contagion. Le militaire insista, et c'est alors que se produisit un événement qui aurait pu tout changer. En ouvrant la porte, ils découvrirent un enfant d'une dizaine d'années, le corps couvert de plaies suppurantes, les yeux bandés et les mains attachées au lit. L'enfant, en entendant des voix, se mit à crier « Pitié, messieurs, ne me faites plus mal, je serai sage, je promets ». Beaumont était un homme endurci par des années de campagne militaire, mais cette scène le révolta. Il se tourna vers Augustin avec une expression de dégoût. « Docteur Larocque, j'exige des explications immédiates. » C'est à ce moment précis que Théodore Larocque fit son apparition, accompagné de Monseigneur de Bonald en personne. L'archevêque prit immédiatement la situation en main. « Mon cher colonel, dit-il d'une voix apaisante, je comprends votre émotion, mais vous êtes témoin d'un miracle de charité chrétienne. Cet enfant souffre d'une maladie terrible et contagieuse. Sans les soins dévoués du docteur Larocque, il serait mort depuis longtemps. » L'intervention de l'archevêque changea la donne. Beaumont, catholique pratiquant, ne pouvait se permettre de contester ouvertement l'autorité religieuse. Mais il exigea néanmoins de voir les registres médicaux de l'institution. Cette nuit-là, toute la famille Larocque et leurs complices travaillèrent fébrilement à réécrire l'histoire de Sainte-Marguerite. Les véritables registres furent brûlés dans la cour de l'institution, tandis que de nouveaux documents, soigneusement falsifiés, étaient rédigés à la hâte. Émile Larocque dirigea une équipe chargée de nettoyer les preuves les plus compromettantes. Les instruments de torture furent démontés et cachés. Les bocaux contenant des spécimens furent vidés dans les égouts et les dessins anatomiques les plus explicites furent réduits en cendres. Parallèlement, Grégoire organisait le transfert urgent des enfants les plus abîmés vers d'autres établissements du réseau. Officiellement, ces enfants étaient envoyés dans des institutions spécialisées pour recevoir des soins qu'on ne pouvait leur prodiguer à Lyon. En réalité, beaucoup de ces enfants ne survivraient pas au voyage. Ceux qui arrivaient à destination étaient immédiatement euthanasiés pour éviter qu'ils ne témoignent de leurs souffrances passées. Augustin, de son côté, rédigeait de faux rapports médicaux expliquant les états pathologiques des enfants par des maladies héréditaires ou des accidents survenus avant leur arrivée à Sainte-Marguerite. Sa formation médicale lui permettait de créer des histoires cliniques plausibles. Agnès Moncler, témoin de cette grande purge, tenta de prévenir Marie-Claudine. Mais quand elle arriva au rendez-vous convenu dans l'église abandonnée, elle trouva à la place l'abbé Mortier et 2 hommes armés. « Ma chère Agnès, dit l'abbé avec un sourire froid, vous avez encore été victime de vos hallucinations.
Il est temps de retourner au couvent pour un traitement plus approfondi. Les deux hommes s'approchèrent d'Agnès, qui recula instinctivement vers l'autel. « Non, cria-t-elle, vous ne pouvez pas faire cela. Je n'ai rien fait de mal, je ne suis pas folle. » Mais ces protestations se perdirent dans l'écho de la nef vide. L'un des hommes, un colosse aux traits burinés, la saisit fermement par le bras. « Calmez-vous, mademoiselle, » dit-il d'une voix rauque. « Nous sommes là pour votre bien. Le voyage sera plus agréable si vous ne résistez pas. » L'autre homme, plus petit mais aux yeux cruels, sortit de sa poche une fiole contenant un liquide transparent. « Si nécessaire, nous avons de quoi vous aider à vous détendre. » Agnès comprit qu'elle était perdue. Dans un dernier geste désespéré, elle cria « Marie-Claudine, si vous m'entendez, sauvez-vous, ils savent que vous savez. » Ces mots résonnèrent dans l'église avant d'être brutalement interrompus par la main du colosse qui se plaqua sur sa bouche. L'abbé Mortier secoua la tête avec une expression de fausse compassion. Voilà bien les symptômes de sa maladie. Ces hallucinations, ces noms inventés. Heureusement que nous sommes intervenus à temps. Agnès fut emmenée de force vers une voiture fermée qui attendait derrière l'église. Marie-Claudine, cachée derrière un pilier, assista impuissante à cette arrestation. Elle vit Agnès être poussée dans le véhicule, puis disparaître dans les rues sombres de Lyon. Agnès fut ramenée de force à Sainte-Claire, mais cette fois dans une section spéciale réservée aux cas incurables. Cette aile du couvent, située dans les caves, était réservée aux femmes qui avaient définitivement sombré dans la folie. Elles y étaient enchaînées dans des cellules humides, nourries une fois par jour et soumises à des traitements qui relevaient plus de la torture que de la médecine. Elle y mourut 6 mois plus tard, officiellement d'une pneumonie, mais son corps portait des traces de violence qui suggéraient une fin moins naturelle. Une religieuse compatissante confia plus tard à une autre détenue qu'Agnès avait passé ses derniers jours à crier qu'elle devait témoigner pour les enfants martyrs. Marie-Claudine, ayant appris la disparition d'Agnès par les rumeurs qui circulaient dans le quartier, comprit que son propre sort était scellé. Elle réalisa également qu'elle était désormais la seule dépositaire de la vérité sur Sainte Marguerite, et que cette vérité mourrait avec elle si elle ne trouvait pas un moyen de la préserver. Marie-Claudine consacra plusieurs semaines à rédiger son témoignage. Elle y détaillait méthodiquement les pratiques de l'institution Sainte Marguerite, les noms des complices, les méthodes utilisées pour faire disparaître les preuves, et surtout, l'étendue du réseau national et international. Elle cacha ce document dans l'église où elle avait rencontré Agnès, le glissant derrière une pierre descellée dans le mur de la sacristie. Elle était convaincue que, tôt ou tard, quelqu'un découvrirait cette cachette et révélerait la vérité. Idi, février 1813, Marie-Claudine disparut mystérieusement. Ses voisins trouvèrent sa porte ouverte, ses affaires en ordre, mais aucune trace de lutte. Les autorités conclurent qu'elle avait probablement mis fin à ses jours, rongée par ses obsessions maladives. Son corps ne fut jamais retrouvé, mais des témoins rapportèrent avoir vu une carriole quitter discrètement le quartier au petit matin. Cette carriole ressemblait étrangement à celle qui desservait régulièrement l'institution Sainte Marguerite. Débarrassés de leurs principaux témoins gênants, les Larocque entrèrent dans une période de prospérité sans précédent. L'institution Sainte Marguerite devint un modèle pour toute l'Europe, visitée par des délégations de médecins et de religieux du monde entier. Augustin Larocque publia plusieurs traités sur les méthodes innovantes de traitement des pathologies infantiles, et qui furent salués par la communauté médicale internationale. Il reçut même une médaille de l'Académie des sciences pour ses contributions exceptionnelles à l'avancement de la médecine. Mais l'histoire allait rattraper les Larocque d'une manière inattendue. En 1814, la chute de Napoléon entraîna un bouleversement complet des structures administratives françaises. Le nouveau régime monarchique, soucieux de se démarquer de l'héritage impérial, ordonna une série d'enquêtes sur les institutions qui avaient prospéré sous l'Empire.
Le comte de Villèle, nouveau préfet du Rhône nommé par Louis XVIII, était un homme intègre qui n'entretenait aucun lien avec les réseaux locaux de corruption. Quand il reçut des rapports anonymes dénonçant certaines pratiques dans les établissements de charité lyonnais, il décida de mener une investigation approfondie. Ces rapports provenaient d'une source inattendue, le colonel Beaumont, qui n'avait jamais oublié sa visite troublante à Sainte-Marguerite. Rongé par le remords d'avoir laissé la situation se poursuivre, il avait consigné ses observations et les avait transmises aux nouvelles autorités. En mai 1815, une commission d'enquête fut constituée, composée de magistrats, de médecins, indépendants et d'inspecteurs venus de Paris. Cette commission avait pour mission d'évaluer la conformité des pratiques de l'institution Sainte-Marguerite avec les standards médicaux et moraux de l'époque. Théodore Larocque, sentant le danger, tenta immédiatement de faire jouer ses relations. Mais beaucoup de ses anciens protecteurs avaient été emportés par les changements politiques et l'Église elle-même traversait une période d'incertitude qui limitait son influence. L'enquête commença par l'examen des registres officiels de l'institution. Les documents falsifiés en 1812 furent rapidement identifiés comme suspects par les experts parisiens, habitués à détecter les fraudes administratives. Le docteur Émile Rousseau, médecin légiste de renom, remarqua immédiatement des incohérences dans les dossiers médicaux. Ces pathologies décrites sont impossibles, déclara-t-il lors de la première séance de la commission. Elles ne correspondent à aucune maladie connue, et les traitements mentionnés relèvent de la pure fantaisie. Plus troublante encore, l'analyse des registres de décès révéla un taux de mortalité anormalement élevé parmi les enfants de l'aile ouest. Sur les 300 enfants officiellement admis dans cette section depuis 1802, seuls 15 avaient quitté l'établissement vivant, et encore pour des transferts dont aucune trace ne subsistait. Quand les enquêteurs demandèrent à visiter les installations médicales, Augustin Larocque prétendit qu'une épidémie de variole rendait toute visite dangereuse. Mais cette excuse ne tint pas longtemps face à l'insistance des magistrats, qui menacèrent de faire appel à la force publique. En juin 1815, la commission pénétra enfin dans les caves de l'institution. Malgré les efforts de nettoyage, l'odeur caractéristique imprégnait encore les murs, et des taches suspectes maculaient le sol de pierre. Dans le laboratoire, les enquêteurs découvrirent des instruments dont l'usage médical légitime était difficilement concevable. Scie chirurgicale de dimension inhabituelle, crochets métalliques, système de contention particulièrement élaboré. Surtout, derrière une cloison mal dissimulée, ils trouvèrent des bocaux contenant des fragments organiques dans des solutions de conservation. Le docteur Rousseau examina ces spécimens et conclut sans ambiguïté qu'ils provenaient d'êtres humains de très jeune âge. Ces prélèvements ont été effectués sur des sujets vivants, déclara-t-il avec émotion. Les techniques de conservation utilisées ne laissent aucun doute sur ce point. Plus accablant encore, l'un des bocaux contenait un cœur humain portant une étiquette manuscrite. Sujet Néon 127. Décédé après injection de solution mercurielle. Cœur prélevé 1 heure post-mortem pour étude des lésions. 1. Larocque, 15 avril 1814. La nouvelle de l'enquête se répandit rapidement dans Lyon et les régions environnantes. Encouragés par la perspective de voir enfin la justice triompher, d'anciens employés de l'institution commencèrent à se manifester. Pierre Manceau, un ancien gardien licencié en 1811 pour indiscrétion, révéla avoir assisté à des scènes terrifiantes. J'ai vu le docteur Augustin pratiquer des ouvertures sur des enfants conscients, témoigna-t-il devant la commission. Il disait que c'était pour étudier leurs réactions. Les cris, je les entends encore la nuit. Sœur Marie-Baptistine, ancienne infirmière de l'établissement, confirma ces témoignages. Elle révéla l'existence d'un système de primes versées aux employés qui acceptaient de se taire sur ce qu'ils voyaient. Ceux qui refusaient de collaborer disparaissaient mystérieusement, expliqua-t-elle.
On nous disait qu'ils avaient été mutés dans d'autres institutions, mais personne n'en avait jamais de nouvelles. Le témoignage le plus bouleversant vint d'un ancien pensionnaire de l'institution, Jean-Baptiste Mercier, âgé de 22 ans au moment de l'enquête. Arrivé à Sainte-Marguerite à l'âge de 8 ans pour une simple bronchite, il avait passé 6 années dans l'aile ouest avant d'être transféré vers une section normale. Il nous utilisait comme des animaux de laboratoire, déclara-t-il, d'une voix brisée. J'ai vu des enfants mourir sous les instruments du docteur. Ceux qui survivaient étaient menacés de mort s'ils parlaient. On nous disait que personne ne nous croirait, que nous étions des moins que rien. Jean-Baptiste portait encore les cicatrices de multiples interventions chirurgicales pratiquées sans justification médicale. Son témoignage détaillé permit aux enquêteurs de reconstituer une partie des pratiques systématiques de l'institution. Face à l'accumulation des preuves, Théodore Larocque comprit que la situation était désespérée. En juillet 1815, au moment où les enquêteurs s'apprêtaient à procéder aux premières arrestations, toute la famille disparut mystérieusement de Lyon. Des témoins rapportèrent avoir vu plusieurs carrioles quitter discrètement la propriété familiale au cours de la nuit. Ces véhicules transportaient non seulement les membres de la famille, mais aussi de nombreuses caisses dont le contenu restait mystérieux. Une perquisition de la demeure révéla que les Larocque avaient emporté tous leurs documents personnels et vidé leur coffre-fort. Seuls subsistaient quelques meubles et des objets sans valeur, comme s'ils avaient préparé leur fuite depuis longtemps. L'enquête révéla que la famille possédait des propriétés en Suisse et en Bavière, probablement acquises en prévision d'un tel événement. Des mandats d'arrêt furent lancés, mais les réseaux diplomatiques de l'époque ne permettaient pas une coopération efficace entre les polices européennes. Libérés de la peur des représailles, d'autres témoins se manifestèrent, révélant l'ampleur véritable du réseau orchestré par les Larocque. L'institution lyonnaise n'était que l'un des maillons d'une chaîne qui s'étendait à travers toute l'Europe. Madame Durand, ancienne gouvernante de la famille, révéla l'existence d'une correspondance secrète avec des établissements similaires en Allemagne, en Autriche et même en Russie. Ces lettres, cachées dans un double fond du bureau de Théodore, décrivaient des échanges de spécimens et des protocoles de recherche coordonnés. Les enquêteurs découvrirent que certains enfants étaient délibérément échangés entre institutions pour diversifier les expériences et éviter que les décès ne se concentrent en un seul lieu. Cette rotation permettait également de tester l'efficacité de différentes méthodes thérapeutiques sur des sujets aux profils variés. Un aspect particulièrement sinistre était la tenue de congrès scientifiques, secrets, où les responsables de ces institutions se réunissaient pour partager leurs découvertes. Ces rencontres, déguisées en colloques médicaux, avaient lieu dans des propriétés privées isolées, loin des regards indiscrets. Août 1815, alors que l'enquête semblait avoir révélé l'essentiel des pratiques criminelles, un événement imprévu apporta de nouveaux éléments accablants. Des ouvriers chargés de démolir l'église abandonnée, où Marie-Claudine avait l'habitude de se réfugier, découvrirent, derrière une pierre descellée, un paquet soigneusement enveloppé. Ce paquet contenait le témoignage détaillé de Marie-Claudine Bernon, rédigé de sa main et daté de février 1813. Ce document de 60 pages révélait non seulement les pratiques de Sainte-Marguerite, mais aussi les noms de tous les complices, les méthodes de corruption utilisées et surtout l'étendue du réseau international. La lecture de ce témoignage bouleversa les enquêteurs. Marie-Claudine y détaillait des pratiques encore plus abominables que celles déjà découvertes, utilisation d'enfants sains comme donneurs pour des tentatives de transfusion sanguine, expériences de privation sensorielle prolongée, ou encore tests de résistance à la douleur menés sous prétexte d'études neurologiques. Le document révélait également que certains enfants étaient délibérément maintenus dans un état de souffrance chronique pour étudier les effets de la douleur sur le développement mental. Ces études, présentées comme des recherches sur la purification de l'âme par la souffrance,
servaient, en réalité, à masquer des expériences de torture pure. Le témoignage de Marie-Claudine révéla aussi l'étendue de la corruption qui protégeait ce réseau. Elle y nommait précisément les magistrats, les fonctionnaires et les dignitaires ecclésiastiques qui avaient fermé les yeux moyennant diverses compensations. Certains recevaient des pots de vin directs, d'autres bénéficiaient de services médicaux gratuits pour leur propre famille ou encore de prêts avantageux pour leurs affaires personnelles. L'Église, de son côté, recevait des donations considérables qui financèrent la construction de nouvelles églises et l'entretien du clergé. Plus troublant encore, le document révélait que certains hauts dignitaires ecclésiastiques utilisaient les découvertes de ces expériences pour alimenter leurs prêches sur la souffrance rédemptrice. Les cris des enfants torturés étaient présentés comme des voies de la purification, et leur mort comme des sacrifices nécessaires à l'avancement de la science divine. Marie-Claudine avait également consigné les méthodes utilisées pour faire disparaître les témoins gênants. Outre les internements forcés dans des couvents, le réseau utilisait des méthodes plus radicales. Empoisonnement présenté comme des maladies naturelles, accidents arrangés ou encore disparitions pures et simples. Armés de ces révélations, les enquêteurs tentèrent de poursuivre leurs investigations, mais ils se heurtèrent rapidement à de nouveaux obstacles. Plusieurs témoins clés moururent subitement de maladies foudroyantes, d'autres se rétractèrent brusquement, prétendant avoir été victimes d'hallucinations. Le comte de Villèle lui-même reçut des pressions considérables pour clore l'enquête. Des personnalités influentes de Paris, dont certaines étaient secrètement liées au réseau, firent valoir que ces révélations risquaient de porter atteinte à la réputation de l'Église et de déstabiliser l'ordre social en pleine restauration monarchique. En septembre 1815, un ordre venu directement du ministère de l'Intérieur suspendit officiellement l'enquête. Le motif invoqué était la nécessité de préserver la cohésion nationale et de ne pas alimenter les divisions religieuses. Les dossiers constitués furent placés sous scellé et classés secret d'État. Toutefois, quelques magistrats intègres refusèrent de baisser les bras. Ils constituèrent discrètement un dossier parallèle, espérant pouvoir reprendre l'enquête dans des circonstances plus favorables. Ce dossier, avec le témoignage de Marie-Claudine, fut caché dans les archives secrètes de l'évêché en attendant des temps meilleurs. Pendant que les autorités débattaient du sort de l'enquête, la question des enfants survivants de Sainte-Marguerite se posait avec urgence. Beaucoup portaient les séquelles physiques et psychologiques des expériences subies, et leur réinsertion dans la société s'avérait problématique. Jean-Baptiste Mercier, devenu le porte-parole officieux de ces survivants, tenta d'organiser leur prise en charge, mais il se heurta à l'indifférence générale et parfois à l'hostilité. Beaucoup de familles refusaient d'accueillir ces enfants marqués et les institutions officielles prétendaient manquer de moyens. Pire encore, certains survivants commencèrent à disparaître mystérieusement. Ces disparitions, officiellement attribuées à des fugues ou à des suicides, suivaient un schéma troublant. Elles concernaient systématiquement les enfants qui avaient témoigné avec le plus de précision devant les enquêteurs. Jean-Baptiste comprit que sa propre vie était en danger. En octobre 1815, il quitta Lyon pour se réfugier chez un oncle en Normandie, mais il emporta avec lui une copie du témoignage de Marie-Claudine qu'il avait réussi à reproduire avant la suspension de l'enquête. Les mois suivants virent une disparition systématique de toutes les preuves liées à l'affaire Larocque. L'institution Sainte-Marguerite fut officiellement fermée pour raisons sanitaires et ses bâtiments furent rapidement démolis. Les gravats furent dispersés dans plusieurs décharges, rendant impossible toute expertise ultérieure. Les instruments découverts dans le laboratoire disparurent des dépôts de police, officiellement volés par des malfaiteurs inconnus. Les bocaux contenant les spécimens organiques furent accidentellement brisés lors d'un transport, et leur contenu fut incinéré pour éviter tout risque sanitaire. Même les témoignages recueillis par les enquêteurs furent progressivement épurés.
Les versions les plus accablantes disparurent des dossiers, remplacées par des déclarations édulcorées qui minimisaient la portée des révélations. Cette opération de nettoyage fut menée avec une efficacité redoutable, suggérant l'existence d'un réseau puissant et organisé, déterminé à effacer toute trace de ses activités criminelles. Pendant ce temps, les recherches pour retrouver la famille Larocque s'enlisaient dans les méandres diplomatiques. Des témoignages parvinrent de Genève puis de Munich, situant les fugitifs dans diverses capitales européennes, mais aucune arrestation ne put être effectuée. En réalité, les Larocque avaient trouvé refuge auprès d'anciens complices de leur réseau, qui leur offraient protection en échange de leur expertise. Augustin, en particulier, était très recherché pour ses compétences en médecine expérimentale, par des institutions peu scrupuleuses. Des rumeurs persistantes situèrent la famille en Russie, où ils auraient fondé un nouvel établissement sous la protection de certains boyards. D'autres témoignages les plaçaient en Amérique du Sud, où ils auraient exporté leurs méthodes dans des pays au contrôle administratif moins strict. Quelle que fût leur destination finale, les Larocque semblaient avoir réussi à échapper définitivement à la justice française, emportant avec eux les secrets de leur réseau international. Au fil des années, le silence se fit progressivement autour de l'affaire Sainte-Marguerite. Les autorités décourageaient activement toute évocation de cette histoire, invoquant alternativement le respect dû aux victimes, la nécessité de préserver l'ordre public ou encore le caractère non avéré des accusations. Jean-Baptiste Mercier tenta à plusieurs reprises de relancer l'intérêt pour cette affaire, mais ses démarches se heurtèrent à une indifférence polie ou à des menaces à peine voilées. En 1820, il publia à compte d'auteur un opuscule intitulé « Témoignage d'un survivant », mais l'ouvrage fut rapidement retiré de la vente et ses exemplaires confisqués. L'ancien pensionnaire de Sainte-Marguerite mourut en 1823, officiellement d'une pneumonie, mais les circonstances de sa mort laissèrent planer des doutes. Il avait été retrouvé mort dans sa chambre d'auberge à Paris, où il était venu tenter une dernière démarche auprès des autorités centrales. Avec la disparition de Jean-Baptiste, le dernier témoin direct des horreurs de Sainte-Marguerite s'éteignait, emportant avec lui les derniers espoirs de voir un jour la vérité triompher. Paradoxalement, l'œuvre des Larocque ne disparut pas complètement avec leur fuite. Les méthodes qu'ils avaient développées, les réseaux qu'ils avaient tissés, continuèrent d'exister sous d'autres formes et dans d'autres lieux. Certains anciens collaborateurs du réseau créèrent de nouveaux établissements, officiellement dédiés à la charité et aux soins, mais perpétuant en secret les pratiques expérimentales. Ces institutions, plus discrètes et mieux camouflées, évitaient les erreurs qui avaient causé la perte de Sainte-Marguerite. L'évolution de la médecine au XIXe siècle permit même de légitimer partiellement certaines de ces pratiques, sous couvert de recherche scientifique et de progrès médical. Des expériences sur des populations vulnérables continuèrent d'être menées, bénéficiant d'une acceptation sociale plus large. L'histoire de la famille Larocque devint ainsi le prototype d'un système qui allait perdurer bien au-delà de sa propre existence, s'adaptant aux évolutions sociales et scientifiques pour mieux dissimuler ses véritables objectifs. En 1831, soit 16 ans après la fermeture de l'enquête officielle, un dernier événement vint clore symboliquement cette sombre affaire. Le testament de Marie-Claudine Bernon, qui avait été conservé dans les archives secrètes de l'évêché, disparut mystérieusement lors d'un incendie qui ravagea une partie des bâtiments. Cet incendie, officiellement attribué à un court-circuit électrique, détruisit avec une précision troublante les seules archives qui contenaient encore des traces de l'affaire Sainte-Marguerite. Les autres documents, conservés dans les mêmes locaux, furent miraculeusement épargnés par les flammes. Avec la disparition de ces dernières preuves, l'histoire de la famille Larocque bascula définitivement dans l'oubli officiel. Seules subsistaient quelques rumeurs, quelques témoignages de seconde main, rapidement discrédités par ceux qui avaient intérêt à ce que le silence perdure. Aujourd'hui, près de 2 siècles plus tard, l'institution Sainte-Marguerite
n'existe plus que dans la mémoire de quelques historiens locaux, qui l'évoquent comme un exemple parmi d'autres de la charité religieuse du XIXe siècle. Aucun monument, aucune plaque ne rappelle le sort tragique des centaines d'enfants qui y périrent dans des souffrances innommables. Cette découverte fortuite de 2003, celle du registre caché derrière une cloison murée, constitue peut-être la dernière chance de faire entendre la voix de Marie-Claudine Bernon et de tous ces enfants oubliés. Mais elle soulève aussi une question troublante. Combien d'autres secrets similaires dorment-ils encore dans les archives oubliées de notre histoire? Vous qui nous écoutez, vous demandez-vous parfois ce que cachent les murs épais de ces anciennes institutions qui parsèment encore nos villes et nos campagnes? Croyez-vous que toute la vérité sur cette affaire ait été révélée, ou pensez-vous que d'autres documents attendent encore d'être découverts? Partagez vos réflexions en commentaire. Abonnez-vous si cette enquête historique vous a captivé, et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, s'interrogent sur les zones d'ombre de notre passé. Car parfois, la réalité dépasse la fiction, et l'histoire la plus terrifiante est celle qui a réellement eu lieu.